L'aqueduc de Nîmes était essentiellement souterrain. Ces tronçons en superstructure sont situés pour leur quasi-totalité sur la commune de Vers-Pont-du-Gard. Les parcourir est l'occasion d'une splendide promenade en pleine nature au plus près de l'aqueduc, tout en observant attentivement l'ouvrage antique dans l'espoir d'en percer quelques-uns des secrets. Une bonne heure de marche si l'on est pressé, mais beaucoup plus si l'on est attentif à l'ouvrage et sensible au charme d'une nature bien préservée, au quasi-silence, sauf près de la route d'Uzès, et au chant des oiseaux. Parcourons ces 2,5 km au rythme mesuré du promeneur curieux. Avant d'atteindre la dépression de la Laune et les Arches, on aura fait un détour par le clos des Touillés. Un court fragment de la conduite présente le plus grand intérêt. Le côté droit et une partie de la voûte ont été épierrés et l'aqueduc n'est plus matérialisé que par les concrétions qui le tapissaient jusqu'à la voûte. Autre détail à noter, le regard qui permettait d'accéder à la conduite et de l'entretenir. Il y en avait un tous les 50 mètres environ. À l'entrée de la dépression de la Laune, le chemin coupe l'aqueduc. En observant les concrétions, on constate qu'elles se sont déposées sur la voûte. Ce fonctionnement en charge était anormal et mettait l'ouvrage en péril. Il révèle les problèmes de fonctionnement hydraulique de l'aqueduc. Le niveau du terrain naturel s'abaissant, l'aqueduc abordait la dépression de la Laune sur la culée du pont de la Laune dont il ne reste qu'un bourrelet pierreux dissimulé par la végétation. Une concrétion résultant d'une piqûre permet de nous faire une idée de sa configuration. Quelques mètres du mur ont été dégagés. La conduite a été complètement pillée, mais le bloc de concrétion marque encore l'emplacement du pied droit côté droit. Des tuyaux de bois servaient à capter l'eau. Ils ont disparu, mais le bloc de calcaire en garde le négatif. Le trajet de l'aqueduc se poursuivait sur un alignement de 39 arches, mesurant 244 mètres de long, avec ses culées amont et aval. Les premières arches étaient construites sans contrefort. Beaucoup ont été bouchées, soit par un remplissage de ciment paré de moellons appareillés, soit simplement par 2 murs. Réalisés très précocement, ces remplissages traduisent les soucis de stabilité de l'ouvrage rencontrés par les constructeurs. Les arches centrales de l'alignement de la Laune ont presque entièrement disparu. C'est l'endroit où elles étaient les plus hautes, atteignant 7,5 mètres. Un grossier renfort de blocs en grand appareil, à peine travaillé, a été posé, certainement pour que l'ouvrage ne verse pas. Peine perdue apparemment. À droite de la conduite gisent des pans entiers des vestiges des arches, avec les concrétions qui ne leur ont pas été arrachées, et même des parements de moellons. Une pile encore surmontée de fragments de la conduite permet d'observer plusieurs détails de la construction. L'arche était construite en opus cementitium, un mélange de pierres de tout venant et de mortier, coffré entre 2 parements de moellons dressés avec soin. Dès la construction, des piliers fondés sur la même semelle en grand appareil que les piles de l'arche venaient les renforcer. Sur le pied droit côté gauche de la conduite, qui a été partiellement conservé, on peut voir le revêtement d'étanchéité en mortier de tuileaux et le départ de la voûte. En effet, l'aqueduc était couvert d'une voûte, y compris dans ses parties aériennes, sauf, on le verra, sur le pont du Gard. Enfin, un volumineux amas de concrétion sur le côté droit de la conduite atteste d'une piqûre ancienne pratiquée pour les besoins de l'agriculture. Le sol naturel remontant quelque peu, les arches de la Laune finissaient par un mur bahut qui se prolongeait par un important pont pour franchir la vallée sèche, actuellement empruntée par la route d'Uzès et l'ancienne voie ferrée de Beaucaire à Alès. Entièrement démantelé, le pont de Fontménestière mesurait 340 mètres de long avec ses culées et plus de 18 mètres de hauteur. On peut encore voir plusieurs des blocs de fondation de ces piles en grand appareil. Ils étaient rendus solidaires par des tenons de bois qui ont disparu mais dont il reste les logements taillés dans la pierre.
De l'autre côté de la vallée, les fondations du pont ont également été dégagées. Les dernières sont encore bien visibles. L'aqueduc se poursuivait sur une succession de 37 arches d'une longueur de 235 mètres avec les culées. Ces arches sont aujourd'hui appelées ponts Roupt. Le pont Roupt avait une hauteur maximale de 7 mètres et demi. Comme les arches de la Laune, beaucoup de celles du pont Roupt ont été bouchées pour les conforter. L'aqueduc s'est effondré entre les piles 19 et 27. Sans écarter tout à fait l'hypothèse d'un tremblement de terre, les archéologues évoquent plutôt l'érosion régressive comme cause de la destruction d'un ouvrage, fragilisé par les prélèvements de pierres opérés quand l'aqueduc servait de carrière. Une arche brisée par le milieu a donné son nom, pont Roupt, pont rompu, à tout l'ouvrage. Côté sud, juste après l'arche rompue, on observe un remarquable amas de concrétion provoqué par une piqûre d'eau effectuée après la fin de la période d'exploitation de l'aqueduc. L'eau coulait encore depuis la source d'Eure mais ne parvenait plus à Nîmes. Les agriculteurs profitèrent de cette aubaine pour irriguer leurs terres. Tant que l'aqueduc avait été en service, les prélèvements d'eau au profit des riverains étaient sévèrement réprimés. Au-delà de cette arche, le niveau du sol naturel remonte rapidement. Un mur bahut succède aux arches avant que l'ouvrage ne continue en tranchée dans le secteur de Marcian. Au-delà de la butte de Marcian, l'aqueduc traverse la dépression de Valive sur un alignement de 49 arches inégalement conservées. Les 17 premières étaient dépourvues de contreforts. Il ne reste rien du canal, sauf aux emplacements où ont été faites 2 grosses piqûres sur l'aqueduc. Les 2 volumineux amas de concrétion ainsi créés ont protégé le côté gauche de la conduite, que l'on peut voir comme en coupe. Une partie des arches se sont effondrées comme avant le pont Roupt. Toutes ont été bouchées. Beaucoup portent des traces de fuite attestant des imperfections de l'ouvrage et des vicissitudes de son fonctionnement. L'aqueduc débouchait au lieu-dit La Balousière dans un ouvrage permettant de régler le débit de l'eau en aval pour éviter qu'elle ne mette l'aqueduc en charge et ne déborde du pont du Gard. Découvert en 1988, l'ouvrage de La Balousière a été réenseveli car il servait de dépotoir pour des visiteurs indélicats. L'eau arrivait côté gauche de la photo, des vannes permettaient de la détourner en totalité ou en partie et de la rejeter directement dans la pente du terrain. L'aqueduc se poursuivait vers la droite, vers la culée et les premières arches du pont du Gard, aujourd'hui disparues. L'étage supérieur du pont du Gard compte aujourd'hui 35 arches et mesure 275 mètres. L'ouvrage a été amputé au Moyen-Âge de 12 arches et de sa culée amont. Sur arche, il mesurait 360 mètres et 490 mètres avec la culée. En s'écartant du tracé de l'aqueduc de quelques pas vers la droite, on gagne un belvédère d'où la vue est spectaculaire sur les 2 étages supérieurs du pont. C'est un bon emplacement pour observer le rehaussement de la conduite de l'aqueduc, dont la hauteur utile a été portée de 1,20 m à 1,80 m, peu de temps après la première mise en service de l'ouvrage. Le rehaussement a été obtenu en ajoutant une assise de pierre en grand appareil sur le sommet de la conduite initiale. Les dalles de couverture ont été reposées sur cette assise. De retour sur le tracé de l'aqueduc, on aperçoit la conduite sur le premier pilier conservé du pont. On remarque l'importance des concrétions sur les parois latérales. Déposées par l'eau très calcaire captée à la source d'Eure, elles ont progressivement réduit le débit de l'aqueduc qui devait être très faible en fin d'exploitation. Quelques pas à l'intérieur de la conduite confirment cette première impression. La largeur utile a été très réduite par les concrétions. Autre constat, la légère courbe de l'aqueduc est parfaitement visible grâce aux taches de lumière tombant des ouvertures pratiquées dans les dalles de couverture. La légère courbure du pont vers l'amont est également bien visible vue du côté aval. Les arches du second niveau étaient constituées de 3 rangées d'arcs doubleaux accolés. Il y en a 4 pour celle du premier étage.
Les pierres étaent ajustées sans aucun mortier. Le pont routier construit au XVIIIe siècle par l'ingénieur Henri Pitot flanque l'ouvrage antique côté aval. Il a été construit par les États du Languedoc de 1744 à 1748 pour offrir une traversée sûre du Gardon aux hommes et aux marchandises. Comme le montre l'ouvrage du XVIe siècle de l'érudit nîmois Paul d'Albenas, jusqu'au début du XVIIIe siècle, la circulation se faisait dangereusement entre le vide et les piliers du deuxième étage, qui avaient été évidés côté amont sur 40% de leur profondeur. Il était résulté de ces aménagements brutaux des désordres qui avaient mis l'ouvrage en péril. Les parapets du pont Pitot portent un grand nombre de textes et de dessins gravés par les compagnons du Tour de France, dont le pont du Gard était un lieu de passage obligé. On y trouve leurs noms, leurs surnoms et la représentation de l'outil de leur métier. Précieux et émouvant témoignage de l'admiration d'ouvriers à la recherche de la perfection devant la perfection. La vue amont, côté rive droite, confirme la légère courbure de l'ouvrage. A-t-il été construit comme cela ou faut-il croire à une déformation progressive, par exemple due à l'ensoleillement? Quel fut l'effet des échancrures imprudemment pratiquées dans les piliers? Les ondulations de la corniche soulignant le haut du deuxième étage témoignent des vicissitudes qu'a connues le pont. Mais, comme le disait Vitruve, les Romains construisaient utile, beau et solide. Aussi l'ouvrage a-t-il résisté à tous les outrages du temps, y compris les crues les plus dévastatrices du Gardon, mais pas tout à fait à la prédation des hommes qui l'ont amputé de 40% de sa longueur totale pour en retirer des matériaux de construction. À la sortie du pont, l'aqueduc fait un virage à gauche. Une partie de la conduite a été conservée. À l'intérieur de la courbe, il est très facile d'observer les concrétions calcaires qui forment une sorte de feuilletage de couches claires et sombres. Attention toutefois de ne pas tenter de déchiffrer ces couches comme les cernes d'un arbre. Si leur épaisseur traduit des durées de fonctionnement en continu, les périodes pendant lesquelles l'aqueduc n'a pas fonctionné n'ont laissé aucune trace. Un ouvrage aussi ambitieux nécessitait la conjonction de beaucoup de talents, mais aussi la bienveillance des dieux. Aussi le pont du Gard, comme un grand nombre d'ouvrages romains, est-il orné de 2, certains en voient même 3, phallus ou groupes de phallus gravés dans la pierre. Celui de la face amont est aisément visible, côté rive droite. Côté aval, un groupe de 6 phallus, longtemps confondu avec la représentation d'un lièvre, a pu, qui sait, contribuer à protéger l'ouvrage du mauvais sort. En arrachant les sols qui avaient recouvert la roche, la crue de 2002 a révélé l'emplacement d'un cabestan qui permettait de tirer les blocs destinés à la construction du pont. Ils étaient extraits de la carrière de l'Estelle, située légèrement en aval sur l'autre rive. L'équilibre du magnifique ouvrage fait oublier ses dimensions. Presque 50 mètres de hauteur, 275 mètres de longueur. L'arche maîtresse au-dessus du Gardon, d'une ouverture de 25 mètres, pourrait contenir la maison carrée. Les 35 arches du troisième étage semblent d'une régularité parfaite. Si elles ont toutes la même ouverture, elles sont séparées par des piliers d'épaisseur variable, assurant la concordance entre les retombées des piles du troisième étage et celles des étages inférieurs. Le Gardon est le plus souvent paisible, mais ses colères sont terribles. Les Romains l'avaient prévu et avaient doté le pont de solides avant-becs qui ont résisté aux crues les plus dévastatrices, la dernière en septembre 2002. On pourrait passer des heures dans la contemplation du pont du Gard en songeant aux prodiges techniques qui furent nécessaires à sa construction ou au fardeau que représentait la construction d'un tel ouvrage, forcément ruineuse, nécessaire à la panoplie de la cité romanisée. Le seul conseil que l'on puisse donner à ceux qui ne connaissent pas le pont du Gard est d'aller bien vite l'admirer, de lui consacrer tout le temps qu'il mérite et d'étendre leur curiosité à la découverte des vestiges de l'aqueduc. Elle les surprendra même après avoir regardé ce film.